Bonsoir, donc merci à toutes et à tous de votre présence pour cette nouvelle Université du Soir, nouveau format. Avant de débuter donc, et de laisser la parole à nos intervenants, je vous rappelle quelques règles de fonctionnement. Afin de vous offrir donc une meilleure qualité de son et d'image, vous ne pouvez pas activer vos caméras et micros. Donc je vous invite dès à présent à nous faire part de vos questions via le module conversation. Donc il est activé en haut sur votre écran. Et cela va ouvrir un nouvel espace de votre écran sur la droite, en bas de cet espace. Donc, vous avez un champ pour écrire vos questions et je me ferai votre porte-parole. Ce soir, le thème de la soirée est le bas carbone. Dans le contexte actuel du changement climatique et dans un contexte géopolitique très tendu, nous avons besoin de bien comprendre donc les enjeux du carbone et surtout les pallier aux fluctuations de nos intrants et nos appros. En effet, même si ces effets se mesurent à l'échelle mondiale, elles ont de grandes conséquences sur nos exploitations, donc à l'échelle locale. Nous avons voulu aborder ce sujet donc, pour tenter de montrer comment faire face à cette montagne et qu'il y avait bien sûr des solutions pour commencer à la gravir. Donc ce soir, j'ai de nombreux intervenants autour de moi. Donc nous avons des agriculteurs. Et nous avons aussi enregistré aussi avec d'autres intervenants des premiers témoignages sur cette réflexion bas carbone. Donc, ils nous feront part de cette expérience sur le sujet tout au long de cette séance. Au sommaire donc, de ce soir, pour débuter, nous vous proposons une présentation du rapport de novembre 2024 du Chiffre Project, qui est intitulé « Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère ». Donc pour cela, nous avons enregistré Monsieur Dominique Verneau, qui sera avec nous aussi en direct à la suite de cette première présentation. Mais pour l'instant, donc, je vous propose de l'écouter sur cette première partie et nous lui poserons les questions juste ensuite. Je vais vous présenter le rapport du Chiffre Project sur l'agriculture bas carbone, résiliente et prospère à horizon 2050, donc sur une sollicitation de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. Je vais d'abord commencer par une introduction, ensuite on se penchera sur l'intérêt et l'obligation d'organiser la transition du système agricole français, puis voir quel type de transition on peut envisager pour l'agriculture à horizon 2050, et enfin on se tournera rapidement sur comment réaliser cette transition. Alors pourquoi on parle de double contrainte carbone? L'agriculture est le secteur qui est depuis fort longtemps déjà impacté par le changement climatique, et ce changement climatique nous engage puisque l'essentiel de l'origine du changement climatique ce sont nos émissions de gaz à effet de serre, et ce changement climatique nous engage à réduire nos émissions pour réduire l'intensité du changement climatique. En même temps, l'agriculture c'est une des sources pour solutionner ce problème du changement climatique puisque c'est le seul secteur qui est capable de stocker du carbone, en particulier dans le sol. Mais il y a aussi un autre aspect important qui vient contrecarrer nos plans, c'est la problématique de l'énergie, puisque inéluctablement l'approvisionnement en énergie fossile va se réduire dans les années et les décennies qui viennent, et il est nécessaire d'anticiper cette réduction de consommation de pétrole avant qu'on soit obligé de la diminuer de force. Alors pourquoi organiser la transition du système agricole français ? L'agriculture, vous le voyez sur cette carte, est diverse et variée. Elle est constituée d'une multiplicité de territoires et de productions. C'est une agriculture plurielle. Ici, on a une répartition des exploitations par Rotex. En jaune, les grandes cultures. En orange, les porcins, les volailles. En bleu ciel, vous avez les bovins laitiers. En rouge, les bovins viande. Et les bovins mixtes en violet, par exemple. Et donc, ce qui s'est passé dans les années, les décennies qui viennent de s'écouler, c'est une forte dynamique de spécialisation et de simplification de nos systèmes agricoles. On a mis l'accent ici sur deux bassins. Un bassin que vous connaissez particulièrement bien, c'est le grand bassin parisien.
L'Eure-et-Loir en fait partie, avec une prédominance des grandes cultures qui s'est accélérée au fur et à mesure du temps, et les grands bassins d'élevage de l'Ouest, avec la pointe bretonne, avec énormément d'élevage de volailles et de porcins, et puis la Normandie et les Pays de Loire, avec beaucoup d'élevage laitier. Et on le verra tout à l'heure, ceci s'est fait grâce aux énergies fossiles. Et cette spécialisation a entraîné une forte dépendance à de nombreux intrants dont on parlera un peu plus tard. Mais par contre, ces territoires variés permettent, grâce au miracle de la photosynthèse, qui vient utiliser le CO2 de l'air, pomper l'eau du sol et prendre les minéraux et l'azote qui sont dans le sol, soit par l'intermédiaire des engrais qui sont donnés par les agriculteurs ou par une fixation symbiotique, permet de produire une biomasse agricole annuelle d'environ 245 millions de tonnes de matière sèche. Cette biomasse, elle est destinée à divers usages. Le principal, pour 40%, c'est un retour au sol. Un retour par tout ce qui est matériaux racinaires, par les déchets végétaux, par les déjections des animaux. Une autre partie, bien évidemment, c'est l'alimentation de l'homme, l'alimentation des animaux. Une troisième partie, un peu moins importante, l'énergie, et enfin les biomatériaux, le lin, le chanvre, le bois, et la bioéconomie, si je prends l'exemple des produits laitiers, la caséine qui intervient beaucoup en chimie organique. Et tout ça, ce sont des cercles vertueux avec un retour au sol important. Mais par contre, cette ressource, cette biomasse, ces 245 millions de tonnes, c'est pas une valeur sûre, c'est une valeur avec des volumes annuels non garantis, dans la mesure où il y a l'effet du climat, il y a l'effet de la disponibilité en eau, il y a l'effet éventuellement de maladies plus ou moins importantes, que ce soit sur les végétaux ou sur les animaux. Et on aura besoin de plus en plus d'arbitrage et de compromis entre les différents usages, tout en ne négligeant pas le retour au sol, puisqu'on a un besoin d'enrichir nos sols en matière organique. Le deuxième volet qu'il est important d'aborder, c'est la problématique de l'énergie. On a ici un graphique qui représente l'apport par les 16 principaux pays fournisseurs de l'Europe en pétrole, c'est-à-dire en énergie fossile. Et on s'aperçoit que cet apport va probablement diminuer par 2 dans les décennies qui viennent. On est autour de 30 millions de barils par jour en 2050, alors qu'on frisait les 55 en 2020. Et alors, même si ces chiffres ne sont pas sûrs et certains, d'aucuns me diront qu'on a encore des réserves de pétrole, mais à quel prix ce pétrole pourra être extrait, à quel prix ce pétrole pourra être raffiné? Et c'est toute la question qui se pose sur la disponibilité en énergie et la nécessité aussi de faire des arbitrages sur cette énergie, d'autant plus qu'elle est essentielle pour le monde agricole. Jean-Marc Jancovici a l'habitude de comparer et de remettre en unité paire de jambes l'essentiel de l'énergie utilisée pour le monde agricole. Un tracteur de 80 chevaux, c'est 600 paires de jambes, c'est 60 kilowatts. Une moissonneuse-batteuse de 650 chevaux, 500 kilowatts, 5000 paires de jambes. Un bateau pour ramener du soja d'Amérique du Sud, 20 000 kilowatts, 200 000 paires de jambes. Et de la même manière, il faut 1 litre de pétrole pour produire 1 kilo d'azote pur en engrais, soit 10 kWh, soit 4 jours de vélo. L'énergie fossile est à tous les niveaux dans les intrants de l'agriculture et dans la mécanisation de l'agriculture. Et cette agriculture s'est métamorphosée. On a ici ce qui s'est passé depuis 1882 jusqu'à 2013, mais on pourrait prolonger encore jusqu'en 2025, en matière d'utilisation d'énergie pour la production agricole. Sur l'échelle de gauche, on a sur la même origine que l'échelle de droite, des pétajoules, c'est-à-dire une unité d'énergie investie à gauche, sortie à droite. Et un empilement des différentes sources d'énergie utilisées en agriculture. Jusqu'en 1960, l'alimentation des agriculteurs, l'énergie animale pour tracter le matériel et toute l'énergie utilisée pour maintenir les animaux en bon état de santé et en bon état de produire et de tracter du matériel.
À partir de après-guerre, on va dire, et avec une accélération à partir de 1960, on a remplacé petit à petit l'homme, on a remplacé l'animal et l'énergie utilisée par l'animal par du fuel pour alimenter des machines, des engrais pour mettre dans les champs, et également des gaz à effet de serre qui sont partis dans l'atmosphère et des déjections animales qui ont été réutilisées, plus quelques autres sources d'énergie comme de l'électricité par exemple. Et tout ça pour produire, en 1882, on produisait 150 pétajoules en introduisant dans le système environ 250 pétajoules. En 2013, on produisait aux alentours de 1250 à 1300 pétajoules en introduisant dans le système environ 300 pétajoules. On a donc multiplié le rendement, substitué les énergies animales par des énergies fossiles. On est aujourd'hui dépendant pour les engrais azotés issus de gaz fossiles pour 80% des apports directs. Le pétrole représente 72% des consommations directes d'énergie sur les fermes. Le reste, c'est du gaz et de l'électricité. Et même si ça ne représente que 3% de la consommation nationale, on a eu une explosion de la productivité. Depuis les années 2016-2017, on a une stagnation de cette productivité. Mais on a quand même eu un retour énergétique multiplié par 2 qu'on paye avec une nette perte d'autonomie du système agricole français. De plus, ce système agricole fait appel à d'autres intrants que l'énergie. On le rappelle ici, l'énergie, 72% de l'énergie, c'est du pétrole. Le gaz représente 6%, le reste électricité et un peu d'énergie renouvelable. Mais on est également dépendant d'intrants qu'on importe pour ce qui est des engrais azotés, puisqu'on en importe 75%, et on importe également 67% des protéines végétales qui sont essentiellement utilisées dans l'alimentation animale. Ce qui entraîne une vulnérabilité importante liée aux intrants, sur laquelle vient se rajouter une vulnérabilité intrinsèque au changement climatique, qui va voir se succéder des phénomènes aigus de sécheresse, d'inondation, de gel tardif, avec une évolution chronique dans le temps. On voit ici l'aire de répartition du citron. Si on change les couleurs, en fait, les couleurs sont liées au niveau de rendement par rapport à un niveau optimum. Plus on est vert, plus on est proche d'un rendement optimum, plus on s'approche du gris, plus on s'approche de 0. Et on s'aperçoit que si entre 1980 et 2000, le citron se plaît bien dans le sud-ouest et dans l'extrême sud-est, son aire de répartition va pouvoir s'améliorer et on pourra même cultiver du citron plus au nord en France. Alors certainement pas dans les zones montagneuses, mais plus au nord en France, même si les rendements ne seront pas optimum. Ce qui pose la question de la possibilité de voir migrer en particulier les cultures pérennes. Mais en plus de ça, on a une exacerbation des contraintes sur nos ressources, les ressources en eau, le sol, puisqu'on a, avec l'artificialisation des sols, une libération des sols agricoles vers des sols artificiels de plus en plus importante, d'autant plus qu'on a des problématiques d'érosion physique et des problèmes de santé de nos sols, et puis des problématiques de biodiversité exacerbées. On a ici, de la même manière, l'aire de répartition des cultures sur le maïs grain, et on s'aperçoit que si les zones vertes sont relativement importantes encore sur la période 81 à 2000, elles sont de moins en moins importantes sur la période 71-2100. Alors, l'impact du secteur agricole en termes d'émissions de gaz à effet de serre est relativement important. Il pèse aujourd'hui à peu près 19% de l'ensemble des émissions du territoire français, avec 74 millions de tonnes équivalent CO2. Alors on parle millions de tonnes équivalent CO2 parce que pour additionner du méthane, du dioxyde d'azote et du CO2, on est obligé de tout transformer en équivalent CO2. Mais chaque gaz à effet de serre, ce sont les 3 principaux, donc N2O, CH4 et CO2. Le CH4 a une durée de vie dans l'atmosphère d'environ 12 ans.
ce qu'on appelle un pouvoir de réchauffement global, c'est-à-dire un pouvoir d'accélérer le réchauffement de la température moyenne du globe 28 fois supérieur au gaz carbonique. Le N2O, lui, a un pouvoir de réchauffement global 275 fois plus important que le CO2. Et le CO2, bien entendu, a une valeur de 1. Alors, les répartitions des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture sont nettement plus importantes au niveau de l'élevage à cause des ruminants. Le gaz principal et quasi unique, c'est le gaz CH4, le méthane, qui est lié à la rumination et au rot des ruminants, donc principalement en volume les bovins. Pour ce qui est du N2O, lui, il est essentiellement lié à l'utilisation d'engrais azotés et d'engrais azotés minéral, essentiellement, un peu d'ammoniac lié aux engrais organiques, mais c'est surtout les engrais minéraux qui vont être à l'origine des émissions de N2O. Le N2O a une durée de vie dans l'atmosphère de plusieurs centaines d'années, quand le CO2, lui, a une vie dans l'atmosphère de plusieurs milliers d'années et un pouvoir réchauffant de 1, bien évidemment. Et le CO2 est lié essentiellement aux engins agricoles, aux moteurs, aux chaudières pour chauffer les serres ou les bâtiments agricoles. Ce sont ces 74 millions de tonnes de CO2 qu'il faut réduire, et l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, c'est de les réduire de 46%, valeur 1990, où on était à 90 millions de tonnes, pour arriver à 48 millions de tonnes de CO2 équivalent. Mais à côté de ça, il faut ajouter les émissions dites indirectes qui sont liées à la fabrication des engrais. Donc il faudrait rajouter aux 19,7 millions, 10 millions de tonnes liées à la fabrication des engrais, qui sont liées à l'importation et au transport de l'alimentation animale, le tout faisant à peu près 8 millions de tonnes, à la fabrication des autres intrants, donc les phytosanitaires, les tracteurs, etc., pour 5 millions de tonnes, et enfin la production d'énergie pour 1 million de tonnes, ce qui représente à peu près un volume de 24 millions de tonnes qu'il faudrait ajouter à nos 74 millions de tonnes équivalent CO2. Et avec tout ça, des impacts et des interactions sur la biodiversité, sur le milieu aquatique, sur l'air et le sol, bien évidemment. Merci Monsieur Verneau. Donc cette première partie nous a présenté les évolutions donc, pour arriver à la situation à ce jour. Monsieur Verneau, merci pour votre participation ce soir. J'espère que vous nous entendez bien. Oui, je vous entends. Donc finalement, donc, dans votre présentation, donc, vous faites un lien entre la révolution industrielle donc, de l'après-guerre et le changement climatique. Votre propos est donc bien de nous mettre face à nos responsabilités et de nous interroger sur ce que nous pouvons faire. C'est bien cela ? C'est bien ça, de remettre tout ça en perspective et de donner des ordres de grandeur. L'agriculture représentant à peu près 19% du total des émissions de gaz à effet de serre du système économique français, auquel il faudrait rajouter toute la partie transformation, distribution, alimentation, l'alimentation représentant à peu près le quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut effectivement bouger, même si, et on le disait dans l'introduction, l'agriculture a la capacité de stocker du carbone, donc de compenser une bonne partie de ces émissions. Je vous remercie du coup. Je vous propose de poursuivre avec la présentation des différents scénarios qui ont été étudiés donc, par le Shift Project, donc, avec votre deuxième vidéo, et puis nous vous reprendrons par la suite. Alors, quelle transition pour l'agriculture à horizon 2050 ? C'est le travail qu'a mené le Shift Project dans le cadre et qui est présenté dans son rapport. Alors, en quoi consistent ces études et ce travail sur des scénarios ? La première chose qui est faite, c'est de comprendre comment le sol français et l'agriculture française, en faisant rentrer des engrais, de l'eau, de l'énergie sur le sol, en faisant travailler des hommes, des animaux, des tracteurs, va permettre de produire du blé, va permettre de produire des céréales, des produits laitiers, du maraîchage, du bois et éventuellement de l'énergie. Et tout ça exprimé en tonnes, en mètres cubes, en kilowattheures. L'objectif, c'est d'établir un modèle qui relie tous ces flux et qui essaye de décrire les conflits d'usage du sol pour ces différentes productions. Et derrière, l'intérêt de ce modèle, c'est de pouvoir faire varier les objectifs qu'on se fixe
de voir qu'est-ce qu'il faudrait changer pour atteindre ces objectifs et voir quels sont les effets annexes qui sont induits par ces changements. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise un modèle. Ici, c'est le modèle MOSUT qui est issu des travaux de Solagro, qui a été utilisé et qui permet de faire varier l'ensemble de ces intrants et de ces sorties en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Et Shift Project s'est fixé 4 scénarios. 3 scénarios d'abord pour répondre à des priorités stratégiques. Le premier, c'est une meilleure autonomie agricole et alimentaire au niveau national pour répondre à la demande nationale en produits agricoles et limiter les importations. Le deuxième, c'est travailler à la contribution à l'indépendance énergétique nationale pour fournir un maximum de biomasse à vocation énergétique. Et le troisième, c'est voir si c'est possible de travailler à la sécurité alimentaire internationale pour fournir un maximum de calories et de protéines pour l'alimentation humaine. Mais ces scénarios, même s'ils sont les uns et les autres extrêmes, ils ont tous eu, quand on les a étudiés, quand ils ont été étudiés par le Shift Project, ils ont tous eu des faiblesses et ils présentaient effectivement un manque de résilience. Et c'est pourquoi le Shift a travaillé sur un scénario pour essayer de répondre à l'ensemble des contraintes physiques et essayer d'avoir le maximum de résilience tout en répondant à l'objectif d'émissions de gaz à effet de serre proposé par la SNBC, la stratégie nationale bas carbone numéro 2, mais qu'on retrouve aussi dans celle qui vient de sortir en décembre, la numéro 3. Et c'est ce qu'on a appelé le scénario de conciliation. Et on va voir maintenant quels sont les résultats obtenus par ces scénarios et comment on les fait bouger, comment on obtient ce résultat. Alors en fait, il y a 4 leviers importants qui ont été travailler pour faire évoluer le système agricole français. Le premier, c'est faire évoluer les systèmes d'élevage. Le second, c'est reconfigurer la fertilisation de nos sols, réduire, décarboner et produire de l'énergie, et enfin maintenir et augmenter le stockage de carbone. Et on s'assure effectivement au global que l'ensemble des cycles, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle de la matière organique est bien rebouclé et qu'on n'a pas de faille dans le système. Parce qu'effectivement, c'est bien une approche systémique qu'il faut avoir, parce que quand on fait bouger, par exemple, les systèmes d'élevage, qu'on fait appel à plus de légumineuses, ça veut dire qu'on va pouvoir reconfigurer la fertilisation, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir utiliser de la fertilisation organique issue de ces systèmes d'élevage. Si, de la même manière, on fait appel à des systèmes d'élevage beaucoup plus herbagés et qui font intervenir des haies, on va avoir une incidence sur le stockage du carbone. On va avoir effectivement également des couverts végétaux, dont les légumineuses, qui vont assurer aussi le rebouclage des cycles et le stockage de carbone. De la même manière, si on reconnecte élevage et culture, on va pouvoir utiliser les déjections animales pour faire de la méthanisation et utiliser ces dégestats pour reconfigurer la fertilisation. L'ensemble des cycles est rebouclé systématiquement et c'est pour ça qu'il faut effectivement regarder l'ensemble des variables pour s'assurer que le système qui est prévu dans le scénario est fonctionnel. Et on arrive derrière à essayer de voir quels sont les résultats de ces scénarios. Et donc, le Shift Project a étudié 3 variables. La première, c'est le potentiel nourricier, c'est-à-dire la capacité que le système agricole a à nourrir des personnes en calories et à iso-régime, c'est-à-dire avec le même régime alimentaire qu'aujourd'hui, sans le faire bouger. Le système actuel, en 2020, permet d'alimenter 122 millions de personnes. Le système qui est consacré à l'alimentation nationale permettrait de nourrir 101 millions de personnes, 65 pour le système qui, lui, privilégie la production d'énergie, 117 millions de personnes pour le système qui privilégierait l'exportation d'alimentation, et 87 millions de personnes pour le scénario dit scénario de conciliation en vert, 113 millions si on s'appuyait sur les besoins moyens quotidiens qui sont exprimés par le monde médical. Si on regarde maintenant la dépendance aux importations, en 2020, on importait l'équivalent de 13 millions de tonnes équivalent CO2, soit en alimentation du bétail, soit en engrais, essentiellement. Le scénario qui permet de nourrir l'ensemble de la population française réduirait ces importations à 4 millions de tonnes d'équivalent CO2. Les 2 scénarios privilégiant l'énergie et l'exportation de denrées alimentaires remontent à 7 millions de tonnes équivalent CO2. Le scénario de conciliation, lui, divise par 2,5
les importations actuelles, on arriverait à 5 millions de tonnes d'équivalent CO2, ce qui veut dire que c'est un bon compromis sur les 4 scénarios. Et enfin, la dernière variable qui a été regardée, c'est l'autonomie et la contribution énergétique de nos scénarios sur la production de bioénergie. Le système actuel permet de produire 56 TWh. Le système qui privilégie l'alimentation de la population française permettrait quand même de monter à 150 TWh, alors que celui qui privilégie la production d'énergie monterait à 303 TWh. Le système qui, lui, va plutôt envisager l'exportation et la nourriture mondiale redescend à 127 TWh et le scénario de conciliation nous amène à 162 TWh produites. On multiplie par 3 le potentiel actuel. Par contre, on verra tout à l'heure que ça ne contribue que peu aux besoins de l'ensemble de la nation. Merci Monsieur Verneau. Donc, vous nous avez présenté donc, les 4 scénarios avec les résultats différents. Donc, si j'ai bien compris, il faut donc reconnecter l'élevage et les cultures. Donc, une question peut-être rapide avant la troisième partie. Sur un département comme le nôtre, comme l'Eure-et-Loire, pensez-vous ou comment voyez-vous que cela puisse être possible sur nos exploitations avec notamment des grandes cultures assez peu diversifiées pour le moment, quoi. Alors, aujourd'hui, on n'a pas forcément la solution et on sait que ça sera une gageure de reconnecter, surtout dans une zone, dans des grandes zones céréalières, l'élevage et la culture. Toutefois, ça sera probablement indispensable. Alors, pas forcément à l'échelle de l'exploitation, mais à l'échelle de la petite région agricole ou à l'échelle d'une région un peu plus grande. Mais ça veut dire que même si, alors, en termes d'élevage, j'en ai souvent discuté avec des gens de l'INRAE. Et ce qu'on pense effectivement, c'est que les élevages qu'on pourrait reconnecter dans des zones céréalières, c'est plus des élevages d'engraissement, soit en monogastrique, soit en bovin, parce que c'est quand même plus facile de n'être que sur des ateliers d'engraissement plutôt que des ateliers naisseurs ou d'élevage de jeunes. Donc, ça sera probablement plutôt à l'échelle de la région qu'il faudra regarder ce genre de choses plutôt qu'à l'échelle de l'exploitation ou à l'échelle de la petite région. Donc, alors, il faudra aussi probablement déconcentrer des zones de forte production, mais ça veut dire derrière, et c'est tout l'enjeu de la suite, c'est-à-dire le rapport alimentation qui va avoir lieu maintenant, parce que ça veut dire que si on remet des élevages là où il n'y en a plus, il va falloir remettre la suite, tout ce qui est transformation, abattoir, laiterie, etc. Donc, ça veut dire une véritable transformation, mais qui va se faire probablement sur 3 ou 4 décennies. C'est pas immédiat, et c'est des choses qu'il faudra programmer et anticiper. Merci pour votre retour. Je vérifie là s'il y a des questions qui s'affichent. Pour le moment, il n'y a pas de questions, donc à moins que... alors, on a une première question donc, il manque un paramètre essentiel, donc l'équilibre économique des exploitations, ce qui implique dans nos contraintes financières actuelles l'orientation des aides agricoles. Alors, je pense que, à moins que vous puissiez rebondir dessus. Bah, ça sera abordé à la fin, puisque dans la conclusion, ce qu'on dit, c'est que le monde agricole est prêt à faire la transition à condition qu'on lui en donne les moyens. Et lui en donner les moyens, c'est évident qu'il faudra, alors, soit au travers de la PAC, soit au travers d'un changement de répartition de la valeur ajoutée tout au long des filières, redonner en tout cas des moyens aux exploitations de pouvoir assumer la transition écologique. Ça paraît évident, mais... le shift aujourd'hui n'a pas la solution toute faite, soit pour reconfigurer la PAC, soit pour donner des solutions pour avoir une modification de la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Même si on a bien des idées, mais on n'a pas les solutions. Et généralement, quand on présente un rapport, ce qu'on dit soit aux politiques, soit aux gens des entreprises en face de nous, c'est à vous à faire ce travail-là. Et donc, encore une autre question qui va sur le thème toujours des politiques européennes, je pense. Calcule-t-on le bas carbone de la même façon chez nos voisins européens? Est-ce que vous avez des infos par rapport à cette thématique?
Alors, en termes de calcul, oui, enfin, globalement, enfin, tout le monde a à peu près les mêmes échelles, les mêmes modalités, même si, alors, si on parle de diagnostic au niveau d'une exploitation, les modalités peuvent changer entre les différents modes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et donc des émissions de CO2 d'une exploitation agricole. Mais bon an, mal an, il n'y a pas de grosse différence majeure entre les différents systèmes, que ce soit au niveau allemand, aux Pays-Bas, en Belgique ou en France. On est à peu près sur des choses qui sont similaires. Merci Dominique Verneau. Donc je vous propose de passer à la dernière partie de votre présentation, donc qui concerne les leviers à mettre en œuvre sur nos exploitations. Donc je vous propose de lancer la troisième partie de votre intervention. Alors, comment on fait bouger ces leviers, un par un maintenant, les 4 leviers on propose de réduire et de décarboner et de produire de l'énergie. 3 leviers importants: consommer moins d'énergie en utilisant moins les machines agricoles, par exemple en faisant moins de travail du sol, mais également en réglant mieux nos matériels agricoles. On pourrait descendre à 21% de consommation de moins sur l'énergie actuelle. Le reste, le Shift Project propose de la décarboner complètement, avec 1/3 d'électrification, 1/3 de biogaz, 1/3 de biocarburant. Aujourd'hui, l'ensemble des technologies qui permettent ça, c'est-à-dire d'utiliser des machines agricoles avec ces nouvelles sources d'énergie, ne sont pas toutes matures, mais d'ici 2050, on est persuadé, et il y a un rapport spécifique sur les technologies qui en parle, que vous pouvez consulter sur le site du Shift Project, qui permet effectivement de décarboner le reste de l'énergie. Et à côté de ça, on pourrait produire 160 TWh en biogaz et en biocarburant, alors que la consommation du système agricole est estimée à 65 TWh. Donc on pourrait libérer aux alentours de 100 TWh pour le reste de l'économie. Il faut savoir que nos besoins sont estimés entre 2000 et 2500 TWh à horizon 2050. Donc on est loin avec ces 100 TWh de pouvoir subvenir à l'ensemble des besoins énergétiques du pays. Le deuxième levier, c'est reconfigurer la fertilisation avec 3 leviers de la même manière. Le premier, c'est on fait évoluer les besoins, on maximise le recyclage, on fait évoluer les besoins d'une part en introduisant des cultures à base intrants, on monterait à 25% en agriculture biologique, et d'autre part en accélérant et en accroissant la circularité des engrais organiques. Et pour ça, il faudra probablement envisager une reterritorialisation de l'élevage qui est indispensable si on veut rapprocher les engrais organiques liés aux animaux et les déjections des animaux des zones de culture. On fait évoluer les besoins, on maximise les recyclages en multipliant par 3 les surfaces en légumineuses et en généralisant les couverts. Tout ça, ça doit nous permettre, et ça nous permet, d'après le modèle Mossut, de diminuer de 70% les apports en azote minéral. Et ces 30% restants d'apports en azote minéral, on les décarbone. Et on peut, en décarbonant la production, il y a une usine en Normandie qui est en train de se monter, on peut diminuer de 90% les émissions de gaz à effet de serre, ce qui nous permet une meilleure résilience agro-écosystémique, une meilleure résilience énergétique puisqu'on dépense moins d'énergie fossile, et en même temps, on dépend moins aussi d'un point de vue géostratégique de nations comme la Russie qui sont pourvoyeuses de gaz pour aujourd'hui, avec le système Haber-Bosch, produire de l'engrais azoté. Le troisième levier, c'est faire évoluer les systèmes d'élevage. Trois leviers pour avancer: préserver les systèmes vertueux, diminuer les effectifs, on va y revenir, et limiter les émissions importées. Limiter les émissions importées, ça va surtout concerner les monogastriques. Alors les systèmes vertueux, on va travailler sur une atténuation de la fermentation entérique chez les ruminants présents aujourd'hui. Le Shift Project imagine 15%. On pense, si on regarde du côté de l'IDEL ou de l'INRAE, qu'on peut aller jusqu'à 20 ou 30% en travaillant sur une meilleure santé des animaux, sur une diminution des animaux improductifs, sur un travail sur l'alimentation des animaux et sur un travail sur la productivité et la santé des animaux. D'autre part, le cheptel ruminant aujourd'hui diminue environ de un peu plus de 2% par an. Ce que propose le Shift Project, c'est de limiter cette diminution du cheptel à 1% par an, c'est-à-dire d'arriver à une baisse de 27% du cheptel de ruminants. C'est une gageure en soi, puisque ça veut dire qu'il va falloir favoriser la reprise d'élevage de façon un peu plus importante.
privilégier des systèmes plus pâturants et plus autonomes et préserver les prairies permanentes au maximum, voire en réimplanter. Pour ce qui est de la limitation des émissions importées, on va décarboner l'alimentation animale en limitant les importations de soja en particulier venant d'Amérique du Sud, en ayant une meilleure répartition territoriale de l'ensemble de nos productions et en diminuant la concurrence alimentaire feed food. Et ça sera favorisé par une meilleure gestion et valorisation des effluents d'élevage. On y reviendra, on en a parlé, mais on reviendra là-dessus avec une augmentation, effectivement, en particulier de la méthanisation. Et enfin, on va travailler sur le stockage de carbone, puisque, on l'a dit en préambule, l'agriculture est le seul secteur qui peut intrinsèquement stocker du carbone et prendre du carbone dans l'atmosphère pour le mettre dans le sol. Il faut en particulier arrêter le déstockage, maintenir un maximum de prairies permanentes, voire même redévelopper des prairies permanentes. Introduire des couverts d'interculture partout où c'est possible, donc multiplier par 8 en surface d'interculture. Et éviter, réduire le travail du sol pour dépenser moins d'énergie. À chaque fois qu'on laboure profondément, on relargue du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc travailler 80% des surfaces en semi-direct dans la mesure du possible d'ici 2050. Et développer l'agroforesterie, la plantation de haies, l'agroforesterie intraparcellaire, la plantation de haies autour des parcelles pour 10% des terres arables et 5% des prairies, ce qui a ces trois leviers ont des synergies fortes avec les enjeux liés à l'eau et à la biodiversité, et donc également à la réduction des intrants et en particulier des phytosanitaires. Et le bilan de tout ça en termes de stockage, aujourd'hui on a une agriculture qui déstocke environ 10 millions de tonnes d'équivalent CO2 chaque année. On aurait une agriculture, une fois mis en place l'ensemble de ces leviers, qui stockerait 16 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ce qui fait qu'en termes de bilan, on arrive à, en termes d'émissions directes, une diminution sur les systèmes d'élevage de 16 millions de tonnes d'équivalent CO2, une diminution liée à la modification de la fertilisation azotée minérale de 11 millions de tonnes de CO2, une efficacité énergétique qui permet d'éviter les émissions de 7 millions de tonnes d'équivalent CO2. On arrive ici à peu près à 4 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui seraient économisées par ce système. Et si on rajoute en matière directe, indirecte, la décarbonation qui rajoute 7 millions de tonnes de CO2 et le stockage de carbone qui en stockerait 16 millions de tonnes, on arrive à nos 40 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui sont l'objectif fixé par la stratégie nationale bas carbone, même si ces objectifs ne seront pas atteints tous à la même vitesse d'ici 2050. Il est bien évident qu'il sera plus facile d'introduire des légumineuses dans les rotations rapidement que d'électrifier ou d'utiliser du matériel agricole avec du biogaz ou des biocarburants en termes d'énergie. Alors, comment réaliser cette transition ? Donc, puisque les recommandations sont importante pour essayer de réaliser cette transition, et le travail du chiffre, c'est de faire du lobbying derrière pour essayer d'inciter les politiques à mettre en œuvre des politiques publiques qui permettent d'assurer et d'assumer cette transition. Il faudra, le Shift en est persuadé, assumer une hausse des coûts de production et forcément assumer une hausse des coûts de l'alimentation. Mais pour ce faire, il faudra, en tout cas pour que ça réussisse, agir simultanément sur la demande et sur l'offre. Pas le tout de dire qu'il faut effectivement introduire des légumineuses, en particulier des légumineuses à graines, des lentilles, du pois chiche, etc. S'il n'y a pas le marché pour acheter, ou si on dit qu'il faut développer l'agriculture biologique et si le marché est complètement déséquilibré et ne permet pas d'acheter ces produits biologiques, c'est comme si on donnait un coup d'épée dans l'eau. Et il faudra plutôt privilégier des mesures incitatives plutôt que des mesures coercitives. Merci, Monsieur Verneau. Donc, on a une question, mais peut-être que ça sera Emmanuel Lerbette qui répondra en fonction de votre réponse ou non. D'un agriculteur qui est actuellement en train de réaliser le calcul du bas carbone sur son exploitation, qui est uniquement en polyculture. Donc, il dispose également de surfaces boisées et il souhaiterait savoir s'il est possible de les intégrer dans le calcul. Alors, je ne sais pas quel modèle il utilise pour le calcul de ces émissions, mais oui, les bois ou les haies, etc., sont intégrés normalement dans les calculateurs
pour voir quelle compensation il y a en termes de stockage aux émissions. Moi, j'ai longtemps utilisé Cap2ER de Lidl, qui utilise effectivement, qui en tout cas tient compte du stockage lié aux haies, aux bois ou aux prairies permanentes, s'il s'agit de prairies permanentes. Là, on est en grande culture. Mais donc oui, il peut intégrer effectivement le stockage dans ces bois pour compenser ces émissions. Merci pour votre réponse. Merci pour vos interventions, Monsieur Verneau. On vous garde quand même avec nous s'il y a d'autres questions par la suite, si vous le voulez bien. J'ai à côté de moi, du coup, Emmanuelle Lerbette, qui est conseillère à la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir et qui est en charge du dossier carbone, en partie. Donc, Emmanuelle va nous présenter l'état, une situation actuelle de l'état de situation où nous en sommes dans le département d'Eure-et-Loir. Même format, Emmanuelle a réalisé une petite vidéo et nous poserons les questions à la suite à Emmanuelle. Alors, dans la présentation que vous avez eue juste avant, vous avez pu voir les différents postes d'émissions de gaz à effet de serre en agriculture, donc avec les principaux gaz qui sont en jeu. Donc le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4 et le protoxyde d'azote, N2O. Alors moi, je vais vous parler un peu plus du diagnostic carbone, qui consiste en un chiffrage de l'empreinte carbone de l'exploitation, c'est-à-dire de calculer les quantités de gaz à effet de serre émises et le carbone stocké sur l'exploitation, et tout ça par atelier. Donc cette première étape permet de faire un état des lieux des émissions de l'exploitation. Le calcul se fait avec des méthodes qui ont été développées en France, spécifiquement par atelier. Donc il existe des méthodes grande culture, bovin allaitant, bovin lait, ovin. Certaines méthodes sont en cours d'ajustement ou en cours de définition, notamment ce qui est sur la méthanisation. Les méthodes sur la forêt aussi existent, avec notamment les Polonia qui ne sont pas encore intégrées dedans. Donc il y a encore des choses qui sont en cours, mais les grands classiques, on va dire, existent. Donc l'utilisation de ces méthodes qui sont souvent labellisées bas carbone, donc je parle au niveau français. Il existe d'autres labels et d'autres méthodes qui existent au niveau européen. Donc au niveau français, ces méthodes qui sont labellisées bas carbone permettent de garantir le calcul des émissions de gaz à effet de serre et donc une certaine sécurité pour les acheteurs de crédit carbone. Je vais y revenir juste après. Et donc la deuxième étape du diagnostic, c'est la comparaison de cet état des lieux initial à un scénario projet. Donc là, on peut voir sur ce graphique les émissions de gaz à effet de serre qui sont sans le projet de compensation, donc avec l'état des lieux, donc comment les émissions vont évoluer dans le temps, et avec la mise en place d'un scénario projet, donc avec la mise en place de leviers qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de stocker le carbone. On va faire la différence entre ces deux scénarios, et donc c'est ça qu'on va appeler les crédits carbone. Donc ce sont des réductions d'émissions ou d'augmentation de stockage de carbone. Et donc, ces crédits carbone-là, ils peuvent être monétisés sur le marché volontaire du carbone. Alors, il existe de nombreux opérateurs pour réaliser ce diagnostic carbone-là. Donc, les différents opérateurs, ils peuvent aller de la réalisation du diagnostic, dont je vous ai parlé juste avant, jusqu'à la mise en relation avec des financeurs de crédits carbone, en passant par l'accompagnement de la mise en place des différents leviers. Donc, il existe un annuaire des opérateurs sur le site Contribution Neutralité Carbone qui est financé par l'ADEME. Donc, il vous donne une petite liste un peu des organismes qui proposent ce genre de choses. À la Chambre d'agriculture, nous, on accompagne dans la réalisation du diagnostic et dans la mise en place de leviers. On n'a pas encore de relation avec des potentiels acheteurs de crédit carbone. Ensuite, du coup, pour la vente des crédits carbone, donc on se place bien sur un marché volontaire. Donc on n'est pas du tout sur le marché de pouvoir à polluer des entreprises. Donc c'est vraiment des démarches volontaires d'entreprises qui veulent s'engager de manière écologique pour essayer d'améliorer leur image ou leur réputation. Et donc qui vont acheter
tout un projet. Donc, ça va être des crédits carbone, mais aussi il y a des co-bénéfices. Donc, je vous en ai pas parlé juste avant, mais ça va être des choses qui vont être améliorées par la mise en place du scénario avec les compensations carbone. Donc, actuellement, en France, on est à un prix moyen autour de 30-40 euros la tonne équivalent carbone. Alors, du coup, je vais revenir après là un petit peu plus sur la partie technique de levier à mettre en place pour réduire l'empreinte carbone de son exploitation et donc de générer des crédits carbone. Je vais accentuer sur les systèmes en grande culture. Donc, on l'a vu avant et vous l'avez vu par le discours avant que le principal poste dans la conduite des grandes cultures qui émet des gaz à effet de serre, c'est la fertilisation azotée. Et donc, sur ce poste-là, il y a plusieurs leviers qui peuvent être mis en place pour essayer de réduire l'empreinte carbone, réduire les émissions. Donc, notamment l'introduction de légumineuses dans la rotation, en une surface plus importante ou vraiment d'en mettre dans la rotation. Donc, ça va réduire la quantité d'azote totale qui est apportée sur l'exploitation, mais aussi d'enrichir le sol en azote et la rotation d'être bénéfique dans les apports d'azote de ce point de vue-là. Il y a aussi la substitution d'engrais minéraux au profit des engrais organiques qui émettent moins de gaz à effet de serre et qui peuvent contribuer aussi au deuxième point qui est le stockage de carbone. Donc on peut avoir un double effet. Il y a aussi un levier sur les formes d'engrais minéraux azotés, certaines qui émettent moins de gaz à effet de serre, par exemple l'ammonitrate qui va être la forme qui émet le moins de protoxyde d'azote. Donc que ce soit lors de l'épandage au champ ou lors de la fabrication. C'est ces deux parties-là qui sont comptabilisées dans le diagnostic carbone. On a du coup un deuxième levier qui est assez fort pour essayer de réduire l'empreinte carbone de l'atelier grande culture. Donc ça va être le stockage de carbone. Donc vous l'avez vu dans la présentation avant, c'est le gros levier qu'a l'agriculture pour essayer de réduire l'impact sur le changement climatique. Donc c'est de stocker du carbone dans les sols. Donc pour cela, il faut essayer de préserver la fertilité des sols, donc d'essayer de maintenir le taux de matière organique actuel et de l'augmenter. Et donc l'augmenter, ça va être surtout par augmenter le retour de matière carbonée au sol, donc avec les résidus de culture, donc augmenter la production de biomasse qui va être restituée au sol, ou par la mise en place de couverts, soit sur une plus longue période ou avec des biomasses beaucoup plus importantes. Il y a aussi les leviers qui vont être sur les haies et l'agroforesterie, donc l'introduction de ligneux, qui vont être aussi un levier assez fort pour augmenter le stockage de carbone sur les exploitations. La consommation de carburant, qui est aussi un levier assez important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui peut être mobilisable de façon plus ou moins aisée en fonction des structures. Et donc, la première chose, ce serait de réduire la consommation de combustibles fossiles associés aux engins, donc aux interventions au champ et à l'irrigation aussi. Parce que ça, c'est un poste qui est également pris en compte dans le diagnostic carbone et sur lequel on peut avoir un levier. Il y a notamment le passage des tracteurs au banc d'essai, l'éco-conduite, des guidages RTK qui permettent de réduire les temps au champ et donc la consommation de carburant. La réduction du travail du sol aussi pourra permettre d'avoir moins de consommation de carburant. Donc voilà, sur tous ces leviers-là, la Chambre d'agriculture peut vous accompagner. Merci Emmanuelle. Donc du coup, j'ai autour de moi Étienne de Saint-Lomère et Édouard Breton qui m'ont rejoint. Donc ils sont tous les deux agriculteurs, ils vont se présenter par la suite. Donc vous êtes rentré dans la démarche du bas carbone et donc pour arriver à réfléchir au bas carbone, quelle a été la démarche que vous avez initiée? Je ne sais pas si c'est Étienne ou Édouard qui veut se présenter en premier et présenter la démarche. Donc moi, je suis agriculteur, puis aussi éleveur. Et en fait, il y a 3-4 ans, il y avait toujours le débat dans la société où on disait que l'élevage émet du CO2. Et ça m'agaçait. Et du coup, je me suis dit, avec tout ce qu'on peut faire comme pratique pour stocker du carbone sur notre ferme, où est-ce qu'elle est la balance? Est-ce que j'émets plus ou est-ce que je stocke plus? Et j'ai saisi l'opportunité de faire un bilan carbone avec Sol Capital, juste pour savoir où j'en étais. C'était ça. L'objectif, c'était ça à la base.
savoir s'il était plutôt émetteur ou plutôt stockeur. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré les animaux que j'ai sur la ferme, en fait, il y avait plus de toutes les pratiques que je faisais. En fait, ça compensait largement, voire même un peu plus, ce que les animaux émettaient. D'accord. Donc là, c'était la première démarche, une exploitation type élevage. Après, Édouard, donc, vous êtes agriculteur, je vous laisse vous présenter. Je suis agriculteur, oui, en Eure-et-Loir. Principalement les grandes cultures. J'ai pas d'élevage sur mon exploitation. Et moi, j'ai toujours été intéressé par toutes ces questions sur l'énergie, etc. J'ai été sensibilisé de par mon passé professionnel aussi au réchauffement climatique, etc. Et puis, notamment, je me souviens d'une présentation sur les glaciers qui m'avait un peu effrayé. Et puis, comme j'aime bien aller à la montagne. Et donc, tout ça, ça m'a fait prendre en compte, ça m'a fait réaliser certaines choses. Donc, moi, j'ai voulu aussi mesurer sur mon exploitation les émissions de gaz et puis après voir ce qu'il était possible de faire pour modifier tout ça. Et du coup, concrètement, donc l'un et l'autre, qu'est-ce que vous avez commencé par mettre en place sur vos exploitations ? En fait, je sais pas, il y a un dicton qui dit que pour progresser, il faut mesurer. Et en fait, c'est un peu un point de départ. On se dit qu'on est à tel point et en fait, on arrive après à comprendre les leviers sur lesquels on peut jouer. Donc, on en a parlé plusieurs fois, à la fois avec Monsieur Venot puis Emmanuel Lerbet. C'est tout ce qui est fertilisation, tout ce qui est couverts végétaux, tout ce qui est travail du sol réduit. Donc, en fait, c'est 3 gros leviers qui permettent quand même de stocker du carbone, à la fois de stocker et à la fois de réduire les émissions de carbone. Oui. Et du coup, Édouard, chez vous ? Là, donc moi, j'ai été accompagné dans la démarche parce que c'est impossible évidemment de se lancer tout seul dans ce genre de choses. Donc, j'ai été accompagné d'une part par Axéréal, une coopérative agricole, et puis d'autre part par Carbon Farmer, qui sont donc associés à Axéréal. Et donc, l'audit initial a mis en place un certain nombre de choses a donné la fourniture d'un rapport dans lequel on avait le choix entre beaucoup de leviers pour agir sur nos fermes. Et dans la démarche aujourd'hui, moi j'ai choisi de démarrer sur l'utilisation efficiente de l'azote, sur les couverts végétaux principalement. Ce qui est intéressant, c'est que la démarche va être calquée sur 5 années. Donc on va mettre progressivement en place différentes choses et de voir de plus en plus de choses pour améliorer le bilan. Et justement, sur l'efficience de l'azote, donc ça se raisonne par rapport à différents types d'engrais ou par rapport à le choix des engrais, le nombre d'apports d'engrais, et puis tout ce qui est inhibiteur d'uréase pour limiter la volatilisation, etc. On peut même agir aussi sur les émissions de protoxyde d'azote. Voilà, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place et qui normalement ont un impact, un intérêt évident, notamment en cette période où on est censé mettre de l'azote liquide dans les champs et les conditions ne sont pas forcément réunies pour le faire. Mettre ces inhibiteurs d'uréase, par exemple, ça a un vrai plus. C'est un vrai plus et en plus, c'est intéressant écologiquement et économiquement. Et justement, au niveau économique, est-ce que du coup, à ce jour, vous avez réussi à mettre en place donc, la vente de crédit carbone sur vos exploitations ? Alors, le principe de partir avec Axéréal, c'est justement d'être accompagné et de valoriser les 2 aspects, c'est-à-dire dans un premier temps le label bas carbone qui va on va mesurer et quantifier sur les 5 années qui viennent le nombre de crédits carbone générés par les choses qu'on a mises en place. Donc ça, c'est une première source de rémunération. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, de par cette démarche, accès également à un certain nombre de filières. Et donc, en fait, aujourd'hui, Axéréal a mis en place des partenariats avec différentes sociétés pour valoriser les productions bas carbone. Et donc, Axéréal nous donne accès. Alors aujourd'hui, c'est sur des volumes un peu limités, mais c'est censé se développer avec le temps, sur les productions de colza, sur les productions d'orge, sur les productions de blé et sur les productions de blé dur. Aujourd'hui, il y a 4 sociétés qui proposent des choses et qui permettent d'augmenter un peu le prix d'achat des productions. C'est une valorisation sur la matière première et sur les crédits carbone d'un côté et les filières de l'autre. C'est ça qui est intéressant. De l'autre côté, chez vous, Étienne ? Moi, c'est exactement la même chose. Donc, c'est à la fois sur la production de céréales, on peut avoir un peu de valeur, on peut gagner un peu de valeur ajoutée parce qu'on fait ces pratiques-là. Et après également sur les certificats carbone qu'on peut générer. Du coup, on reçoit une rémunération là-dessus. Mais moi, au départ, c'était pas forcément l'objectif.
Mais finalement, c'est ce qui se passe Mm. et tout ce qu'on peut prendre, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Surtout aujourd'hui. Et du coup, justement, en termes de timing, quels sont les conseils que vous pourriez tous les deux donner aux des agriculteurs qui veulent se lancer, par où commencer et surtout à quelle période peut-être commencer la démarche Pour se lancer, il faut mesurer. Et en fait, Mm. si on ne fait pas un diagnostic au départ, en fait, on ne sait pas vraiment où on en Ouais. est. Et c'est un peu le point de départ. Et à partir de là, on peut essayer de comprendre quelles sont les ficelles pour améliorer son exploitation, etc. Et puis après, année après année, on construit un peu sa réflexion et on arrive à gratter des choses et à faire des choses plus intéressantes. Moi, ce qui est intéressant dans le partenaire que j'ai choisi, c'est il y a tout cet accompagnement sur le bilan carbone, et il y a aussi la mise en place d'un club carbone au sein de la coopérative, et qui permet de se réunir souvent c'est 2 fois par an, pour justement parler physiquement, échanger ensemble sur les pratiques à mettre en œuvre. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a des techniciens de la COPé, plus tous les agriculteurs qui sont Et dans la donc, démarche. j'imagine qu'il Donc, y a un des dates un échange. peu clés, par exemple pour les réflexions sur les prochains couverts ou les... C'est très long terme, on peut se lancer à n'importe quel moment, il n'y a Mm. pas de date particulière. Le tout, c'est de se lancer et d'être bien accompagné, c'est tout. Mais les couverts, ça fait partie des leviers assez faciles à mettre en place. Ouais, donc c'est déjà une première étape. C'est déjà une peut être- première Mais il ne faut pas avoir peur, il y a beaucoup de leviers très faciles à mettre en place, déjà, Ouais. je pense. Et donc du coup, j'imagine que c'est plus facile de partir quand on a un bilan qui est peut-être facilement améliorable que de partir une fois que... Parce qu'on entend un peu parfois les deux choses. Oui, c'est... Plus on part de bas, Enfin, plus il y a faire de le choses à diagnostic, améliorer. Mais même pour quelqu'un qui est bonheur. bon, parfois, si on ne sait pas qu'on est bon et qu'on ne l'a pas mesuré, Ouais. on ne sait quand même pas ce qu'on peut améliorer. Et Mm. je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer. Pour moi, c'est de partir avec un accompagnant qui est valable, et derrière, ça se déroule tout seul, quoi. Ouais. Ça se déroule tout seul. Alors, je regarde si on n'a pas d'autres questions. Pour le moment, non. Après, je ne sais pas si vous vouliez rajouter d'autres remarques par rapport aux différents échanges avec notamment Dominique Verneau ou Emmanuel. Moi, j'ai trouvé son intervention très intéressante. Elle met vraiment bien en lumière l'impact de l'agriculture sur les émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il faut la revoir à tête reposée, mais c'est l'essentiel, quoi. Voilà, il faut commencer à agir de toute façon. Donc. Étienne, je ne sais pas si... Non, en tant qu'éleveur, c'est important quand vous faites... j'ai noté que, par exemple, quand on fait des prairies temporaires, en fait, on a un potentiel stockeur qui est énorme. Vous faites une prairie temporaire de 2-3 ans, ou une luzerne ou un trèfle pendant 2-3 ans, et là, ça vous fait un stock de carbone. Vous pouvez stocker du carbone énorme, et en même temps, ça vous rend beaucoup plus autonome en protéines pour votre exploitation pour les animaux, et pour la culture qui suit, comme du blé, mais en fait, on a une dose d'azote qui est extrêmement réduite. Et du coup, on baisse les coûts de production de manière assez phénoménale. Et de deux, on n'a pas besoin de tant d'azote que ça, quoi. Ouais, donc carrément gagnant. Et finalement, il y a toujours les conseils d'herbe et fourrage. Et finalement, ils sont un peu... C'est des gens qui peuvent donner des conseils indirectement pour réduire son bilan carbone tout en augmentant son autonomie fourragère. Ok, on va écouter. Je vous remercie déjà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui s'affichent. Je voulais vous remercier tous les deux pour cette initiative que vous aviez menée pour nous parler de cette démarche. Parce que vous avez aussi des demandes d'agriculteurs pour parler aux universités du soir. Et donc, on vous encourage à faire comme vous, même Merci si de nous avoir parfois il y a un accueillis. peu de délai. Je m'excuse. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette réunion. Merci du coup aux équipes, à Emmanuel et à Monsieur Verneau aussi pour son intervention. Je vais laisser Johan conclure. Peut-être que Monsieur Verneau, vous avez quelque chose à rajouter. Non, je vous remercie de m'avoir invité, et Non, j'espère que la contribution vous aura satisfait, et puis je suis à votre disposition s'il y a besoin. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Vernon. On va garder votre contact et je vais laisser Johan Serrault conclure, si Johan est bien en ligne. Bonsoir à tous. Merci pour ces présentations et ces différents témoignages. Pour conclure, ce que je retiens quand même, c'est que
c'est pas une nouveauté que les contraintes, que les ressources naturelles sont contraintes sur la planète, et donc ça doit amener des réflexions qui sont engagées déjà depuis plusieurs années, mais ces réflexions, elles doivent se faire non seulement à une échelle régionale, c'est ce qu'a indiqué Dominique Vergnaud, mais il ne faut pas non plus se reposer sur son voisin pour que ce soit le voisin qui fasse ces évolutions de pratique. Donc dans les évolutions de pratique, on a vu qu'il pouvait y avoir de multiples leviers. Alors tout d'abord, ce que je retiens, c'est que l'agriculture est une des seules activités qui permettent de stocker du carbone. Et donc ça, c'est une vraie opportunité. Et puis, dans les autres opportunités que j'ai pu remarquer, c'est la production d'énergie. Alors ça fait beaucoup de débats, ce système, mais on l'a vu dans un graphique de Dominique Vergnaud, que la production d'énergie, ça a toujours eu lieu sur les exploitations agricoles, et c'est pas forcément une concurrence. Alors, historiquement, cette production, elle se faisait par de la traction animale. On produisait de l'avoine pour nourrir les chevaux, et les chevaux faisaient le travail. Et donc aujourd'hui, ça devient un gros mot de produire de l'énergie, mais c'est pas concurrentiel avec la production alimentaire. Je pense qu'il faut que ce soit complémentaire, et ça, c'est une vraie opportunité pour les agriculteurs demain. Deuxième élément que j'ai retenu, c'est que l'évolution de pratique, ça implique une évolution des coûts de production à la hausse. Et donc ça, il faut le prendre en compte, et c'est très important. À partir du moment où on parle d'évolution de pratique, on crée du risque, puisque on sort de notre zone de confort. On va tester des pratiques qui, certaines seront des réussites, d'autres seront des échecs. Et donc, c'est un vrai risque économique. Et ça a été dit tout à l'heure. Il faut que ce risque économique soit pris en compte et soit valorisé. Alors, soit par une valorisation des crédits carbone, mais je crois aussi, c'est ce que les deux témoignages ont apporté, c'est qu'ils doivent aussi être valorisés dans la vente des produits que l'on fait. Et c'est tout au long de la chaîne de production et tout au long de la filière qu'il faut que l'évolution des pratiques soit valorisée auprès des producteurs. Et puis, pour finir, je pense qu'il faut mettre ça dans un contexte global. On parle d'évolution des pratiques pour le bilan carbone, mais je pense que ça a aussi un impact très global, puisque un des leviers importants pour le stocker du carbone, c'est de développer des couverts végétaux en interculture. Et donc ça, c'est bénéfique pour le bilan carbone, mais c'est aussi bénéfique, et notre département est très impacté par cela, sur la qualité de l'eau. Et donc, il faut qu'on arrive à valoriser ces intercultures, peut-être par le bilan carbone, mais ça aura également un impact sur la qualité de l'eau souterraine et des points de captage. Donc voilà. Donc je pense que on est encore qu'aux prémices de la valorisation des crédits carbone et de ces filières, mais ça doit prendre de l'ampleur demain. Et il faut qu'on arrive à le valoriser pour qu'on puisse mettre en place l'évolution de nos pratiques. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Johan.